Les matins de France Culture. Jean Lémarie. Nous prenons la clé des champs ce matin avec nos invités, alors qu'une partie des agriculteurs, vous le savez, a recommencé à manifester. Leurs principaux syndicats préparent d'autres mobilisations, exactement comme au début de cette année. Bonjour François Purseigle. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à l'Agro Toulouse, chercheur associé aussi à Sciences Po Paris et co-auteur de ce livre déjà évoqué ici, Une agriculture sans agriculteurs, la révolution indicible, c'est aux presses de Sciences Po. Nous sommes également en direct et à distance avec l'économiste Sophie Toyer. Bonjour. Bonjour. Directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et environnementale à Montpellier. J'ai l'impression que l'agriculture vit en ce moment un jour sans fin. Les mêmes revendications qu'au début de l'année, les mêmes problèmes et les mêmes impasses aussi. Pourtant, le gouvernement, il y a quelques mois, pour tenter de mettre fin à la crise, avait annoncé toute une série de mesures et des aides pour 1 milliard d'euros tout de même. Est-ce qu'on tourne en rond, François Purseigle ? En rond, je ne sais pas, mais il est clair qu'aujourd'hui, accompagner cette profession, ces professions, ça devient de plus en plus difficile. On a aujourd'hui des réalités sociales et économiques qui caractérisent ce secteur d'activité qu'est l'agriculture, qui sont de plus en plus disparates. Et il est clair qu'on ne pouvait pas résoudre non pas une colère, mais des colères avec une seule mesure, et notamment une mesure de politique économique. Mais on a aujourd'hui une profession qui, de toute façon, a du mal à se projeter dans un futur. L'agriculture, c'est pas un futur, ce sont des futurs, avec des réalités sociales et économiques très, très disparates. Certains pensent en avoir un futur, d'autres pas du tout. Et c'est ce qui conduit aussi certains d'entre eux à être dans la rue. Qu'est-ce qu'on n'a pas résolu lors du plan gouvernemental annoncé il y a quelques mois, Sophie Toyer ? Le plan gouvernemental qui a été annoncé, d'abord, entre-temps, on a eu aussi un changement de gouvernement, donc un certain nombre des mesures annoncées sont en attente, on va dire ça comme ça, et donc il faudra voir comment elles vont s'amplifier ou se développer à l'issue du débat budgétaire que nous avons aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'on ne résout pas finalement avec toute cette panoplie de mesures et même l'argent mis sur la table, c'est les racines profondes des difficultés qu'ont le secteur agricole. Et donc ça va bien au-delà de ce que peut proposer la France. C'est aussi qu'est-ce qui se passe à l'échelle de l'Union européenne et de la politique agricole commune. Donc là, on a révisé la PAC qui pourtant était toute nouvelle, qui datait de début 2023, avec là aussi des mesures qui ont plutôt allégé les normes environnementales. Et aujourd'hui, on réfléchit déjà à la future PAC, celle d'après 2027. François Purseigle. C'est ça un des gros enjeux. On a des agriculteurs, effectivement, comme le souligne Sophie Toyer, qui sont en quête de reconnaissance sociale pour défendre en fait une identité qui semble perdue, d'autres qui sont en quête de reconnaissance économique parce qu'ils veulent conquérir les marchés, et puis d'autres cherchent une reconnaissance politique pour les changements qu'ils accompagnent. On a bien finalement des agriculteurs, des agricultrices qui n'aspirent pas au même futur. Et c'est très difficile pour les politiques publiques finalement de répondre non pas à une crise mais à des colères qui relèvent finalement d'une colère sociale, d'une colère politique ou d'une colère économique. Et puis comment accompagner finalement des agriculteurs qui sont tout à la fois des artisans, des commerçants, des patrons d'industrie ou alors finalement des chefs de famille qui gèrent un patrimoine. Répondre finalement aux aspirations de cette pluralité de situations économiques devient très très compliqué. Y a-t-il un modèle ? Peut-il y avoir un modèle ? Puisque c'est la question du modèle là, qui est en cause. Ce qui caractérisait l'agriculture, c'est que pendant des décennies, finalement, elle a cherché à asseoir un modèle, et notamment en France, ce modèle de l'exploitation familiale, à 2 unités de travail hommes, 2 actifs, papa, maman et un fiston qui reprend une exploitation. Ce modèle a été central finalement dans les politiques agricoles, aussi à l'échelle de l'Union européenne. On voit bien que finalement, il n'y a plus de modèle. C'est bien ça aussi
le drame de l'agriculture française, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des réalités sociales et économiques très très disparates, mais c'est des façons d'organiser le travail qui sont de plus en plus multiples, diverses, et finalement, on voit bien que ce qui traverse aujourd'hui la profession agricole, c'est pas la crise d'un modèle, c'est l'incapacité finalement à construire une ambition partagée. Et on voit bien que pour la profession agricole, les professions agricoles, eh bien, on est en panne. On est en panne et on voit bien que pour les politiques, c'est aussi très très compliqué. Alors parlons de modèles au pluriel. Quels sont les grands ou petits modèles d'ailleurs qui s'opposent aujourd'hui ? En France, domine encore une agriculture de type familial qui est confrontée à une crise sans précédent en matière de renouvellement des générations. On voit bien que si les agriculteurs ont des difficultés à se projeter dans l'avenir, c'est parce qu'ils n'ont pas toujours de successeurs. Et le défi numéro 1 pour l'agriculture, c'est non pas le renouvellement des générations, mais le renouvellement des actifs dans ces exploitations familiales où bon nombre des travailleurs sont des actifs non familiaux. À côté de ça, vous avez une agriculture de subsistance en situation de survie, et on voit bien que seules des politiques sociales peuvent accompagner finalement ces situations. Et puis à côté de ça, on a des agricultures qui relèvent plus de la firme, d'un schéma industriel, que de l'exploitation familiale à la papa. Et on a aussi, entre cette exploitation familiale et cette exploitation aux allures de firme, des exploitations dans lesquelles le travail repose de plus en plus sur l'externalisation, la sous-traitance de ce même travail. Et donc, il est très difficile aujourd'hui, à l'échelle d'un même territoire, d'accompagner cette pluralité des modèles. Alors, continuons sur cette voie. Sophie Toyer, pluralité des modèles. Quel peut être alors le point commun, le futur commun de ces agriculteurs, si on doit dessiner ensemble un fil rouge ? Alors, moi, je voulais peut-être rembrayer un petit peu sur ce que vient de dire François. Je suis tout à fait d'accord avec tous les enjeux d'hétérogénéité qu'il a soulignés à l'échelle de la France, mais qu'en fait, on retrouve de manière encore amplifiée à l'échelle européenne. Et pardonnez-moi de parler aussi de l'agriculture européenne, parce qu'en fait, une grande partie des mesures d'accompagnement, de soutien aux revenus, d'aide aussi à l'investissement ou à la transition vers plus de durabilité, elles se font à l'échelle de la politique agricole commune. Et donc, cette fameuse disparité des modèles et cette évolution des modèles qu'on observe à l'échelle de la France, on l'observe aussi à l'échelle européenne. Et évidemment, l'agriculture hongroise, roumaine ou du sud de l'Espagne ou suédoise a pas du tout sont évidemment très différentes, alors qu'elles rentrent dans un cadre commun. Et donc, dans ce cadre-là, imaginez aujourd'hui qu'on pourrait défendre un modèle unique, alors qu'on a des États membres qui ont une vision très différente de ce que doit être l'agriculture de demain, ça devient très compliqué aussi. Quelle est la ligne de clivage alors qu'on continue encore ? Est-ce que c'est d'abord l'urgence climatique, la nécessité de bâtir, de rebâtir une agriculture en phase avec nos ambitions climatiques, sachant, je le rappelle, que les agriculteurs, on l'a vu encore cette année, subissent les événements climatiques de manière de plus en plus aiguë. C'est ça la première ligne de partage, Sophie Toyer ? Oui, je crois que la première ligne de clivage lorsqu'on pense à l'avenir de l'agriculture, c'est la part qu'on va donner à ce que je pourrais appeler l'insertion dans les marchés, la compétitivité sur les marchés mondiaux. C'est une manière de voir l'avenir de l'agriculture, être les plus compétitifs sur le marché mondial. Et ça veut dire encourager une certaine forme d'agriculture qui fait des économies d'échelle extrêmement productives, souvent intensives, avec des outils extrêmement modernes de production. Et puis de l'autre côté, la protection de l'environnement, et ça dans une vision à long terme qui est aussi de pouvoir d'abord atténuer aussi l'impact du changement climatique sur le fonctionnement des exploitations agricoles et les rendre plus résilientes. Et cette ligne de partage entre compétitivité, si vous voulez, et puis de l'autre côté, protection de l'environnement, elle est quand même assez forte. On essaye de dire qu'on peut concilier les deux et être à la fois très compétitif et très bon sur l'environnement. C'est peut-être vrai dans le long terme, dans le court terme, c'est compliqué. Et donc, si on veut, et ça
il me semble que c'est très important, faire en sorte que l'agriculture fonctionne main dans la main avec un environnement plus protégé, un changement climatique atténué. Il faut financer la transition de l'agriculture. Et ça demande un budget qui est largement au-dessus de ce qui est aujourd'hui prévu à l'échelle française ou à l'échelle européenne. Là, on touche un point essentiel, pas seulement d'ailleurs dans le domaine agricole, François Purcret, c'est le financement massif de cette transition et la question de l'accompagnement encore et toujours. L'accompagnement, la réorganisation des systèmes productifs, parce que comme vient de le souligner Sophie, les agricultures, quelles qu'elles soient, sont confrontées à des défis internes, renouvellement des actifs, gestion de la main-d'œuvre, des défis externes, aléas climatiques, aléas économiques. Et donc, il y a la nécessité pour chacune de ces agricultures de réorganiser, de réallouer en fait finalement les ressources à l'échelle de leurs entreprises pour aller chercher de la valeur. Vous pouvez nous donner un exemple ou des exemples qu'on soit vraiment dans la tout cour de simplement, l'exploitation. il faut à un moment donné donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir s'associer, parfois d'embaucher des salariés parce que le travail ne peut plus se faire et ne se fera plus comme hier. Il repose de plus en plus sur ces 930 000 actifs non familiaux qui interviennent dans les exploitations. Il va falloir aussi donc accepter de voir l'agriculture différemment. C'est-à-dire que le gros problème aussi de l'agriculture en France, c'est qu'on l'assigne à des images folklorisantes. Finalement, on a une ambition qui est difficile à reconstruire autour de l'agriculture parce que finalement on est prisonnier d'une image, d'une agriculture qui serait uniquement familiale, mais qui aujourd'hui, pour aller chercher de la valeur, doit se réorganiser. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une exploitation, encore dernièrement, un jeune agriculteur du Comminges, cette petite région agricole au sud de Toulouse, me disait, mais tu sais, moi je pense mon exploitation comme une fusée à plusieurs étages. J'ai créé une société pour faire des poulets de chair, j'ai créé avec ma femme une société pour faire des pâtes fermières, j'ai créé un GAEC pour continuer à faire du lait sur cette exploitation. Mais demain, je ne suis pas sûr finalement de maintenir l'ensemble de ces unités. Et il va falloir que j'aille chercher la valeur là où elle est. C'est ça le défi aussi. C'est-à-dire que la valeur, elle se situe sur les grands marchés, mais elle se situe parfois localement, à travers des enjeux de réappropriation aussi de certains circuits de commercialisation. Donc finalement, ces exploitations, elles vont devoir immanquablement se réorganiser et reposer sur un travail et des économies nouvelles. Sophie Toyer, que pensez-vous de cette fusée à plusieurs étages évoquée par François Purseigle? C'est une bonne image? Oui, alors je ne pense pas qu'on puisse l'observer dans toutes les exploitations agricoles. Je pense aussi qu'on a des exploitants agricoles qui n'ont pas l'énergie, pas la force, pas les moyens financiers aussi pour s'organiser de la sorte. Et puis ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup des exploitants agricoles comme s'ils étaient finalement ne pesaient que sur eux la responsabilité d'aller chercher de la valeur, de faire leur transition environnementale, alors qu'en fait, ils sont quand même pris dans un système alimentaire, dans des filières dont ils sont très largement dépendants. Alors, François évoque le fait qu'ils puissent s'organiser pour reconquérir un petit peu de pouvoir de négociation sur les marchés. Oui, en partie, mais en fait, la mutation, il faut qu'elle se fasse à l'échelle de l'ensemble de la filière. Ils sont quand même pris en étau entre des fournisseurs d'intrants qui font leur marge et des acheteurs de leurs produits qui, eux aussi, sont durs à la négociation. Puis derrière, des consommateurs qui sont pas toujours prêts à payer plus cher pour des produits de qualité. Et donc cette mutation-là, je pense qu'on a beaucoup demandé aux agriculteurs. On continue toujours à focaliser notre attention sur les efforts à fournir par les agriculteurs, sur la manière d'accompagner le secteur agricole, mais en fait, là où il faut vraiment, ce sur quoi il faut se recentrer finalement, c'est l'organisation des filières. Pour donner un exemple, c'est bien gentil de dire il faut reconquérir de la valeur, il faut par exemple transformer sur l'exploitation ou à l'échelle d'un petit collectif, mais il est aujourd'hui très difficile de trouver des abattoirs à une distance correcte de son exploitation. Moi, j'habite dans le sud de la France, près de Montpellier. Il y aurait de la possibilité de faire de l'élevage de poulets de chair ou de faire des
des œufs, mais il y a pas d'abattoir pour ça. Ma voisine s'est reconvertie dans la production de grenades parce que la vigne est trop aujourd'hui, ça devient difficile. Mais la grenade, pour pouvoir presser le jus, elle doit aller jusqu'à Perpignan. Elle fait 400 kilomètres aller-retour pour le faire. Donc tout ce maillage-là, indispensable d'outils de transformation, de commercialisation, il doit se penser au-delà strictement de la responsabilité des exploitants agricoles. François Pursac, vous avez parfois une formule que j'aime bien. Vous dites que l'agriculture française est fantasmée, mais pas pensée, justement. C'est de l'un ça des qu'il drames des s'agit. agriculteurs français qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, on se projette, ou on projette beaucoup de choses sur l'agriculture, mais finalement, on ne cherche pas à comprendre ce à quoi ils aspirent. Et finalement, on va se tourner vers une grande chaîne de distribution qui va importer des poulets made in Brésil, alors qu'on réclame comme ça dans les discours du local. François Pursac, Sophie Toyer, le regard du sociologue, le regard de l'économiste. On vous retrouve tous les deux dans une vingtaine de minutes pour poursuivre cet échange et imaginer des pistes pour le futur de l'agriculture et tenter enfin de sortir de cette crise qui n'a pas d'issue. Je voudrais vous signaler également à vous qui vous intéressez à ces sujets et ils sont passionnants. LSD, la série documentaire de France Culture, Apprendre la terre, former les agriculteurs de demain, à 17h cette semaine à l'antenne et puis en podcast. Entre deux urgences, les agriculteurs peuvent-ils se projeter? On continue à en parler dans une vingtaine de minutes. Il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Jean Lémarie. Le futur est-il dans le pré? Le futur des agriculteurs et de l'agriculture? Comment sortir de la crise permanente? Nous sommes toujours avec nos invités, le sociologue François Pursac, le professeur à l'Agro-Toulouse, chercheur associé à Sciences Po Paris, et l'économiste Sophie Toyer, directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et environnementale. Avec nous également, il nous rejoint à distance Thomas Borel. Bonjour. Bonjour. Chargé de mission à l'Atelier Paysan. D'un mot peut-être rapidement, Thomas Borel, qu'est-ce que c'est l'Atelier Paysan? L'Atelier Paysan, c'est une coopérative qui, depuis une quinzaine d'années, accompagne des producteurs dans la fabrication de leur matériel et dans la formation à ce travail de fabrication. Donc, on est des colporteurs de savoir-faire paysan. Mais ça nous amène aussi à apporter un regard et une analyse sur les politiques publiques en matière d'équipement, justement, et d'agriculture. Et on va en parler, on va évoquer la question de l'agroécologie notamment. L'agroécologie, François Pursac, ce mot, on l'entend de plus en plus. Chez des gens d'ailleurs qui ont des positions différentes, des regards différents sur l'agriculture. Derrière les discours, comment est-ce qu'on peut la définir aujourd'hui? Ce sont de nouvelles pratiques agronomiques, mais ce sont de nouvelles façons aussi d'organiser le travail, de penser la montée en autonomie aussi peut-être. On en parlera tout à l'heure des agriculteurs qui sont confrontés à des défis concernant leur propre filière. C'est un défi de toute façon qui est celui de toutes les agricultures. C'est aussi ça qu'il faut souligner, c'est-à-dire ça, c'est important parce qu'on a tendance beaucoup, et il y a de quoi, à opposer des modèles et des réalités différentes. Là, c'est un fil rouge, il faut une obligation. Il faut surtout donner les moyens à ceux qui en ont moins d'accéder à ce saut finalement agronomique. Les petites agricultures parfois n'ont pas forcément toujours les ressources nécessaires, des ressources qui ne sont pas forcément que techniques, qui sont aussi juridiques, qui sont économiques. C'est le grand défi de toutes les agricultures. Au même moment, elles doivent répondre à cette nouvelle injonction, ce nouveau défi. Thomas Borel, comment s'incarne-t-elle cette agroécologie? Donnez-nous un exemple. Évidemment, ça dépend, puisque aujourd'hui, tout le monde dit faire de l'agroécologie. Ça va du ministère de l'Agriculture au syndicat majoritaire en agriculture. Et en fait, on en parlait d'agroécologie un peu partout. Or, de notre point de vue, l'agroécologie, elle correspond à des pratiques et à des pratiques qui gèrent les équilibres, écologiques et qui ne cherchent pas à les combattre. Et puis, ça s'inscrit dans notre vision très clairement dans une logique d'agriculture paysanne. Et c'est là où j'ai un petit peu du mal à entendre parler de toutes les agricultures, parce que justement, quand on cherche à concilier toutes les agricultures, il y en a une qui inexorablement s'impose au détriment des autres.
au détriment de l'agriculture paysanne qui finit par être la portion congrue, la petite alternative dans un coin sympathique. Donc nous, on s'oppose un petit peu à ça et on aimerait pour le coup qu'une agroécologie dans une conception affirmée soit promue, soit vraiment soutenue par les pouvoirs publics. Et comment ça s'incarne? Ça s'incarne par des pratiques, je le disais, qui ne vont pas chercher en fait à combattre les symptômes, par exemple, qu'on va avoir sur une parcelle, quand on a une maladie, sur des cultures, etc., mais plutôt à gérer les grands équilibres écologiques, donc à accepter qu'il puisse y avoir un niveau de prédateurs, d'insectes ou de choses comme ça, dès lors que le niveau de risque est acceptable. Ça va passer par des pratiques de travail du sol différentes, ça va passer surtout par des pratiques qui ne cherchent plus à produire à tout crin, quitte à dévaster l'environnement et à produire aussi une désertification au niveau des campagnes avec de moins en moins d'agriculteurs et d'agricultrices. Sophie Toyer, quelle est la viabilité économique de ces pratiques-là aujourd'hui? Alors oui, je vais insister un peu sur ce que vient de dire Thomas Borel, parce qu'effectivement, le terme agroécologie, il est très galvaudé. Et derrière ça, on peut mettre beaucoup de choses, de juste améliorer un petit peu l'efficience de l'utilisation d'un intrant chimique pour s'assurer qu'il est appliqué au bon endroit, au bon moment. C'est un peu ce qu'on peut appeler aussi parfois l'intensification écologique. En passant par substituer, donc essayer de diminuer un peu certains intrants de synthèse qui peuvent être néfastes aux écosystèmes pour mettre des intrants qui sont un petit peu moins néfastes ou un petit peu moins néfastes. Et puis, il y a la vraie agroécologie qui est vraiment de reconceptualiser complètement son système de production. En associant plus étroitement la production végétale et la production animale, par exemple. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Et donc, pour répondre à votre question, les coûts sont très différents selon qu'on a une version faible de l'agroécologie ou une version forte de l'agroécologie. Et dans tous les cas, ce qui est sûr quand même, c'est que, en fait, pour pouvoir, surtout pour la version forte, passer à une agriculture qui repose plus sur les fonctionnalités des écosystèmes et les services qu'ils peuvent rendre, et donc ça veut dire aussi les protéger, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'on ne va pas ainsi reconstituer des sols vivants du jour au lendemain, juste en changeant de pratique, par exemple de travail du sol ou de diversification des cultures. Et donc ce qui est important, c'est de réussir à aider les agriculteurs qui sont prêts à faire cette métamorphose, cette mutation-là, à les aider, et pas juste sur une année ou deux, vraiment sur le long terme, en leur donnant une visibilité d'aide sur plusieurs années, voire une décennie. Et parfois, c'est ce qui manque, en fait, dans les plans d'accompagnement aujourd'hui. François Pursagle, qui devrait avoir ce rôle ? Ce rôle d'accompagnement ou ce rôle parmi les agriculteurs? Non, est-ce d'abord aux agriculteurs de prendre cela en charge? Est-ce qu'il y a une impulsion de puissance publique qui n'est pas là aujourd'hui ou qui est insuffisante? Toutes les agricultures, tous les agriculteurs ne réclament pas de toute façon un soutien public. Certains réclament le plus souvent un juste prix, quelles que soient les obédiences syndicales, un revenu. Ils cherchent à pouvoir dégager de la valeur. Il faut aussi que ces transformations, elles débouchent sur de la valeur, sur une rémunération, parce que finalement, si un certain nombre d'agriculteurs, et notamment en région Occitanie, sont dans la rue, c'est parce qu'ils ont fait des efforts, ils ont consenti des efforts. C'est la première région en production bio, première région en circuit court, et pour autant, finalement, ces efforts ne payent pas toujours. Donc il y a un enjeu de redistribution, de ciblage aussi des soutiens publics, mais ça, Sophie Toyer pourrait en parler mieux que moi, parce que finalement, tous ne disposent pas des mêmes ressources, et on a une population agricole qui se pense aussi désarmée sur le plan humain, désarmée sur le plan économique, et parfois désarmée sur le plan technologique. Donc même si on voudrait qu'un modèle s'affirme, on a quand même, qu'on le veuille ou non, un tel éclatement, une telle dispersion dans ces réalités sociales et économiques qu'à un moment donné, si on veut que l'ensemble des territoires puissent répondre à ces défis, il va falloir en embarquer quand même un certain nombre. Et je pense qu'on n'est pas à un moment de l'histoire où il va falloir sélectionner et faire des tris.
Embarquer, voilà un mot utile pour notre discussion. Je vous propose d'écouter un témoignage, là rapidement, témoignage d'étudiants d'un lycée agricole, le lycée agricole La Brosse, à Auxerre, dans l'Yonne. C'est un extrait de la série documentaire LSD, consacrée précisément aux agriculteurs en devenir. Écoutez. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vous enseigne ici? C'est bien. Ou moins bien, comme les machins de biodiversité, là, tout le Ah temps. oui. Ça, et on nous le répète et répète et répète. Oui, on nous bassine avec ça, quoi. La biodiversité, L'écologie. Ouais, voilà, l'écologie. Ça, on nous le répète plus que ce qu'on voudrait entendre. Aujourd'hui, ils sont focalisés sur l'écologie en ce moment. Ceux qui sont au-dessus, l'État, ils sont focalisés pour être plus que verts. Mais ils ont forcément peut-être une raison à ça. Il y a une raison, mais il y a un degré d'action. Extrait de LSD, ces témoignages donc d'étudiants qui apprennent leur métier d'agriculteur. LSD qu'on retrouve à 17h sur France Culture et en podcast évidemment. Thomas Borel, chargé de mission à l'atelier paysan, vous les entendez, ces jeunes gens, pour eux, il y a ils et puis il y a nous. Nous, c'est eux sur le terrain qui sera le leur, le champ qui sera le leur dans quelques mois, dans quelques années. Bien sûr, je les entends, on les côtoie. Nous, on est une coopérative paysanne. On est directement en prise avec ce monde agricole. Et il se trouve que je connais le lycée de La Brosse. Mais pour le coup, effectivement, ça vient illustrer une sorte d'enfermement dans une trajectoire, une sorte de fuite en avant. Et une fuite en avant qui est en fait alimentée par des politiques publiques qui sont aujourd'hui incomprises. Et à l'instant, avant l'extrait, François Pursec disait que tous les agriculteurs ne réclament pas un soutien public. Nous, on va plus loin. On souhaite effectivement aller vers une agriculture qui se passe de soutien public. Le problème, c'est que ce soutien public, qui était censé être une béquille temporaire, est devenu la béquille permanente et qu'aujourd'hui, il régit complètement le monde agricole. Pourquoi? Pour une raison toute simple, qui est la mise en compétition permanente des producteurs et des productrices entre eux, que ce soit à l'échelle internationale, bien sûr, mais à l'échelle intra-européenne aussi. Et il nous semble qu'il y a une urgence à sortir de cette logique de compétition, puisqu'à chaque fois, elle pousse à essayer d'avoir des gains de productivité, mais qui vont en fait amener à ce que la part de valeur ajoutée produite par ces gains de productivité soit récupérée soit par l'amont, soit par l'aval de la filière. Quand on parle de l'amont, c'est l'agrofourniture, donc ça va être la fourniture de semences, d'engrais, de pesticides, de machines, et puis par l'aval, ça va être toute l'industrie de la transformation et la grande distribution, la commercialisation. Et au final, les producteurs sont pris en étau là-dedans, en permanence. Et donc, c'est pas étonnant que ces jeunes qui ont été interviewés dans le lycée de La Brosse, en fait, s'inscrivent dans la trajectoire, dans une trajectoire assez familiale, hein, pour ceux qu'on entend dans cet extrait, j'ai l'impression, et finalement cherchent à dire qu'on nous laisse tranquille, ce qui est un peu le slogan d'un syndicat agricole actuellement qui monte par sa contestation, qui dit qu'on nous laisse travailler. Et le problème, c'est que si on ne les laisse pas travailler, puisqu'on les met en compétition en permanence, et que, ce faisant, on alimente cette fuite en avant qui a un impact dramatique sur l'environnement. Vous avez parlé en première partie d'émission de la question climatique, mais enfin, l'effondrement de la biodiversité, la pollution des ressources en eau, l'érosion des sols, tout ça, ça obère gravement notre capacité future à nous nourrir. Par rapport à votre question, le futur est-il dans le pré? Il ne peut être que dans le pré, il n'est pas dans les locaux des startups. François Donc, Purseigle. il va falloir à un moment sortir de cette logique-là si on veut effectivement avoir une agriculture capable de nous nourrir. Ce qui fait parfois défaut à cette injonction environnementale, et c'est aussi pour ça qu'on a ce genre de réaction, c'est le sens qui est donné à la norme. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs, quand vous les enquêtez, quand vous échangez avec eux, qui vous disent, et notamment sur les barrages, et j'ai fait du terrain durant les manifs là, de cet hiver, certains me disaient, mais c'est le sens de la norme qu'on ne retrouve pas. Finalement, on n'est pas contre forcément la norme, ils sont producteurs eux-mêmes de normes à travers des cahiers des charges, on l'oublie. Hein. Ils réclament de la norme, hein, ces agriculteurs, et notamment de la norme sur le plan de la qualité des produits. Mais finalement, ils ne s'y retrouvent pas toujours dans ces injonctions, parce que le sens de la norme, le sens même agronomique
de la norme n'est pas si flagrant que ça, voire même apparaît comme orthogonal à leur propre pratique. C'est pour ça que finalement, on a l'impression qu'ils rejettent l'environnement, ils ne rejettent pas forcément toutes et tous la question environnementale, tout simplement parce qu'ils sont percutés de plein fouet par la question environnementale et la question du changement climatique. Par contre, ils souhaiteraient finalement que le cadre normatif, l'exigence réglementaire colle avec leurs pratiques et s'articule un peu mieux avec leurs pratiques et le sens qu'ils veulent donner aussi à leur métier. On était là dans un lycée agricole à l'instant, c'est la question de l'enseignement aussi, du contenu transmis par des enseignants à ces jeunes. Mais beaucoup de choses. Est-ce qu'on sait quoi enseigner aujourd'hui à de jeunes, à de futurs agriculteurs ? C'est difficile. Il y a plein d'initiatives qui font des pas de côté, qui remettent en question aussi certains schémas préconçus autour de l'agriculture. Ces initiatives, elles émanent de ces lycées Qu'est-ce que c'est par exemple, François Purseigle ? Ce sont des plateformes dans lesquelles les agriculteurs et les futurs agriculteurs vont pouvoir se retrouver pour échanger sur leurs pratiques. En fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par ces établissements qui font preuve d'une grande richesse humaine et qui finalement attendent aussi d'être accompagnés pour pouvoir déployer une offre pédagogique nouvelle pour ces agriculteurs. Mais ces enseignants aujourd'hui sont formés suffisamment, ils ont en tête tous ces enjeux contradictoires, vous le dites vous-même, et qui sont très compliqués. Oui, je pense. C'est une force. On a un enseignement agricole aujourd'hui qui constitue une force. Dans d'autres pays, on ne retrouve pas cet appareil de formation. Non, je vous pose la question parce qu'on entend des étudiants parfois désemparés. Et il y a de quoi. C'est très difficile aujourd'hui d'entrer dans la profession. Oui, alors ça, c'est encore une chose différente parce que tous les enfants qu'on retrouve ou tous les jeunes qu'on retrouve dans les lycées agricoles ne se destinent pas forcément au métier d'agriculteur. C'est une autre question. Par contre, il faut nécessairement que cet appareil de formation se réarticule parfois à l'échelle des territoires avec aussi l'appareil professionnel. La difficulté, encore et toujours, c'est l'articulation entre le futur, l'anticipation du futur, et puis l'actualité, ce qui se dessine là. Je me tourne à nouveau vers vous, Sophie Toyer. Ce qui préoccupe beaucoup d'agriculteurs en ce moment, et on revient à la question de la concurrence, on revient à la question aussi de la mondialisation, c'est cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur, le groupe de pays sud-américains, accord imminent, d'après le journal Les Échos ce matin, au bénéfice de qui ? C'est effectivement la grande question qui est posée, c'est-à-dire dans l'ensemble de ces accords de libre-échange ou bilatéraux qu'on a pu signer entre l'Union européenne et puis d'autres pays partenaires, il y a effectivement des échanges, je dirais, d'intérêts. Et dans un certain nombre de cas, et dans le cas du Mercosur, c'est comme cela que c'est présenté, et c'est assez vrai, ce sont les intérêts industriels ou de l'industrie du service européenne qui est gagnante, et très probablement l'agriculture européenne qui est perdante parce que exposée à la compétition des produits en provenance des pays du Mercosur qui sont moins chers, de moins bonne qualité et moins soumis à des contraintes ou à des normes environnementales que nous, on impose sur le territoire européen. Et donc, pendant très longtemps, tous ces accords-là ont obéi, je dirais, à vraiment l'ouverture des marchés. Il y avait une espèce de doxa là-dessus. Aujourd'hui, on en revient et on remet de plus en plus sur la table l'idée que, par exemple, il faudrait imposer des clauses miroirs. Donc ça fait partie des discussions. Donc le fait qu'il y ait une forme de réciprocité des normes entre des pays qui échangent et qui mettent en place un accord d'échange privilégié. Donc si nous imposons un certain nombre de contraintes pour protéger par exemple l'environnement, mais ça peut être aussi de cadre social, alors il faudrait que les produits importés respectent ces mêmes contraintes, et s'ils ne le font pas, alors qu'ils puissent être taxés à hauteur de l'avantage compétitif qu'ils gagnent face à ces contraintes-là, par exemple. Puisque nous cherchons ce matin ensemble à cerner de nouveaux modèles harmonieux, est-ce qu'un accord comme celui-ci nous met sur la bonne voie ? Non, pas forcément, surtout s'il est négocié trop vite et qu'on n'arrive pas à justement imposer un certain nombre de limites
à ces produits importés qui ne respectent pas forcément toujours les mêmes normes que celles qu'on trouve chez nous. Thomas Borel de l'Atelier Paysan, comment le voyez-vous, cet accord imminent, semble-t-il? Ah bah, évidemment, comme un problème supplémentaire, et pour le coup, la profession agricole s'y trompe pas en le rejetant majoritairement. Par contre, il y aurait une forme de cohérence à avoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme le font certains acteurs du monde agricole, soutenir des accords de commerce international quand c'est prétendument favorable aux exportations agricoles françaises, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, on y gagne, par exemple, avec le Japon, quand il y a eu la signature d'un accord, le JEFTA, et puis s'opposer quand c'est perçu comme défavorable, comme ça a été le cas avec le Canada, le CETA, ou ici avec le Mercosur. Il y a, de notre point de vue, très clairement, une urgence à sortir de cette logique de compétition, je le disais tout à l'heure, et pour revenir à l'actualité autour de la colère agricole, le cœur du sujet, y compris si on attrape ça par la reconnaissance sociale, comme le faisait François Purseg tout à l'heure, mais c'est quand même la question du revenu et du revenu du travail agricole. Oui, c'est vraiment une question essentielle et de base. C'est la question centrale qui amène en fait à se tourner, à rejeter les normes écologiques, à rejeter les normes sociales qui peuvent être perçues comme imposées dans la profession. Et tant qu'on ne saisira pas correctement cette question du revenu du travail agricole, on s'exposera à un regain régulier de tensions et de colère agricole. Et donc ça passe par des politiques publiques qui modifient assez structurellement le rapport à la production agricole, à la commercialisation et donc à cette mise en concurrence permanente. Mais pour ça, il y a un imaginaire à modifier, un imaginaire qu'il faut accepter de changer dans notre rapport à la commercialisation et à la mise en concurrence. L'imaginaire avant des mesures concrètes, François Purseg? Oui, et puis plus de loyauté dans les échanges commerciaux, plus de loyauté aussi entre les agriculteurs qui font nos territoires. L'agriculture a non pas un futur, mais des futurs, et ceci passe par nécessairement la construction de nouveaux discours qui permettra d'embrasser la pluralité de ces diversités. Je voudrais qu'on fasse rapidement, avant de nous quitter, un tour de table pour un exercice très difficile, mais tant pis, allez, je vous le lance, je vous le propose à tous les trois. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire à quoi devrait, avec vos différents points de vue, ressembler l'agriculture française, elle est à horizon de 10 ans, en espérant qu'un jour peut-être on sortira de ces crises à répétition qui appellent à chaque fois des réponses dans l'urgence, dans la précipitation et dans la douleur. Je commence avec vous, Thomas Borel, rapidement. C'est une agriculture avec 3, 4, peut-être 5 millions de personnes qui travaillent au niveau agricole. Donc, en fait, beaucoup plus de monde qui vit et qui travaille dans les campagnes et avec des modes de production qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement. Mais pour ça, il faut une rémunération correcte et donc, ça veut dire avoir une agriculture qui est connectée aux besoins alimentaires, parce qu'on a oublié de signaler quand même ce matin, c'est que tout ce modèle alimentaire tel qu'il s'est développé en France ne réussit pas à nourrir correctement la population, avec 8 millions de personnes qui émargent à l'aide alimentaire. Et donc, c'est avoir une agriculture qui repart des besoins de la population. Et là, il y a des perspectives ouvertes par des choses comme la sécurité sociale de l'alimentation. Et dans un cadre plus global, donc aussi, si je vous comprends bien. Sophie Toyer, même question, réponse très difficile, évidemment. Oui, alors je ne suis pas tellement sûre de ce que pourrait être l'agriculture en France de demain, mais ce que je voulais rajouter, ça rejoint un peu juste la conclusion de Thomas, c'est qu'en fait, on n'a pas beaucoup parlé des consommateurs jusqu'à présent. Et en fait, si on veut un avenir pour l'agriculture en général et l'agriculture française en particulier, il faut aussi remettre dans la boucle le consommateur et aussi, on parlait d'imaginaire, mais peut-être faut-il accepter de payer plus cher pour une alimentation de qualité qu'on ne le fait aujourd'hui. On l'évoquait tout à l'heure, et un imaginaire global. Dernier mot à vous, François Purseg. Vous le voyez, le futur ? Acceptons déjà, pour qu'il y ait un futur en agriculture, de voir les agriculteurs et les agricultrices comme ils sont, et pas comme on les fantasme. Et là, je pense qu'il y aura un futur pour eux. C'est un bon début. Merci à tous les trois. Sophie Toyer, directrice de recherche à l'INRAE. François Purseg, professeur à l'Agro Toulouse. Thomas Borel, chargé de mission à l'Atelier Paysan. Et je vous renvoie donc à la série documentaire de France Culture. Série de Pauline Mocor, réalisée par Cécile Lafont. C'est à 17h. Tout notre échange à retrouver sur franceculture.fr.